Bonjour à toutes et à tous, je suis Ronan, je travaille au sein de l'équipe développement durable et plus particulièrement sur la responsabilité humaine en production. Je vais vous accompagner tout au long de cet après-midi pour faire les transitions des différents intervenants. Toute l'équipe People First, les intervenantes et les intervenants, on va vous promettre, on va partager des émotions cet après-midi. Et nous voulons vous inspirer de ces émotions universelles qui font de nous ces êtres humains. Je vous parlais de la tristesse, la joie, l'humour, la fierté. Et nous voulons que vous en tiriez, vous en gardiez des idées qui, par votre audace, se transformeront en actions durables. Il n'y a pas d'action sans vitalité, et il n'y a pas de vitalité sans action. Ce sont deux choses indissociables. Et donc aujourd'hui, on va avoir du concret, on va avoir des projets qui fonctionnent. On va aussi parler de responsabilité. Et de responsabilité, cela commence aussi par une prise de conscience individuelle et une prise de conscience collective. Et c'est en partant de là que j'ai l'honneur de vous présenter notre première invitée. Elle porte la parole des Nations Unies, et plus précisément du Haut Commissariat pour les réfugiés. Elle nous vient de Bosnie aujourd'hui uniquement pour nous. Veuillez faire un accueil chaleureux à Francesca Bonelli. Tiens. Merci beaucoup. Merci Ronan, merci Decathlon pour cette belle opportunité. Merci à tous vous pour être ici à écouter la voix des réfugiés. C'est vraiment une joie de pouvoir partager mon expérience et d'être la porte-parole de l'expérience des réfugiés dans le monde et de voir comment, ensemble, on peut faire ce monde meilleur. Moi, je suis Francesca, je travaille pour les réfugiés, ça fait 20 ans. J'étais dans plusieurs parts du monde, dans des camps de réfugiés en Afghanistan, beaucoup en Afrique, dans les Balkans après la guerre de l'ex-Yougoslavie, où je suis rentrée maintenant à Sarajevo. Et aujourd'hui, je vais parler première de ce qu'est le réfugié et l'HCR, qu'est-ce qu'elle fait pour les réfugiés. L'HCR, c'est l'agence des Nations Unies pour aider les réfugiés. C'était né dans les 1950, après la Deuxième Guerre mondiale, pour aider 1 million de réfugiés qui étaient sortis après la Deuxième Guerre de leur pays. Et l'idée, c'était d'avoir, après aider les millions de réfugiés, avoir notre fin, de 50, 6 ans, maximum 10 ans, et après l'HCR, c'était terminé, notre mission. Mais malheureusement, dans le monde, il y avait beaucoup de guerres. Vous savez, la guerre de Rwanda, la guerre dans la Yougoslavie, ex-Yougoslavie, la guerre en Afghanistan. Et notre mission, notre mandat, c'était nécessaire. Et c'est encore nécessaire. Et dans le 2003, les Nations Unies, l'Assemblée générale a décidé de mettre les mandats des Nations Unies de l'Agence pour les réfugiés jusqu'à quand les réfugiés seront terminés. Et je rêve le jour que le monde n'aura plus les réfugiés. Nous, on est présents dans 130 pays dans le monde où il y a l'urgence d'aider les réfugiés qui sont déplacés pour la guerre. On a plus de 10 000 collègues qui sont éparpillés pour le monde pour faire la protection, pour faire l'aide humanitaire, pour faire les shelters. Dans plusieurs secteurs, chaque jour, on est engagé pour les réfugiés. Et maintenant, vous écoutez dans la télé, le Bangladesh, c'est une des actions d'urgence où on est plus engagé pour aider les réfugiés Rohingyas qui sont partis d'urgence du Myanmar pour se sauver. Et aussi dans le Sud-Soudan, c'est une urgence que c'est moins écoutée dans la télé, mais malheureusement, c'est très, très, très grave. Et il y a beaucoup de réfugiés qui, surtout en Ouganda, sont hébergés. Et c'est comme ça que chaque jour, vous écoutez à la télé combien de réfugiés ils sont dans le monde. 65 millions de personnes qui ont été forcées à laisser leur pays, leur maison, leur famille pour se sauver la vie. 65 millions. Ça signifie pratiquement toute la France. Comme si toute la France a quitté le pays pour se sauver la vie. Et qui sont ces 65 millions? Ce sont des déplacés internes, les IDPs en anglais. Excusez-moi mon français. Les IDP sont des personnes qui, par exemple, quand il y avait la guerre en France, la Deuxième Guerre mondiale, les personnes de l'île
qui ont été obligés à quitter leur maison et se sont, dans leur pays, bougés pour une autre ville dans le même pays. De Lille, ils se sont bougés à Marseille. Ils sont dans le même pays et sont les déplacés internes. Ça signifie que ton pays reste ton pays. Tu as ta nationalité et tu restes dans la sécurité de ton pays. Les réfugiés sont les personnes qui ont passé la frontière, qui ont laissé leur pays et qui ont été obligés à quitter tout pour se sauver la vie. Et ça, c'est la différence avec un migrant. Moi, je suis italienne, je travaille à Sarajevo. Ce n'est pas mon pays. J'ai choisi d'émigrer, de chercher mon futur dans un autre pays. Charles is an Englishman in Lille. La France, ce n'est pas son pays, mais il a choisi d'être ici. Il est un migré. Il est un migrant. Et il y a la différence. Les réfugiés n'ont pas choisi d'être réfugiés. Les réfugiés, ils ont été obligés à quitter leur pays pour se sauver. Et ça, c'est la différence qui est derrière ce numéro. 65 millions de personnes. Ça signifie qu'une personne dans le monde, chaque 113 personnes, ils ont été obligés à quitter leur maison, leur pays, leur environnement familial. Et des fois, en quittant tout, j'ai rencontré des réfugiés qui étaient obligés à quitter tout avec un coup de fil. Ils étaient dans le travail et quittent maintenant. Ils ont tout laissé. Un réfugié peut partir sans les documents, sans les diplômes, sans ton sac avec tous tes documents et toutes tes affaires, et surtout, le plus important, sans les personnes que tu aimes. Et à la fois, ils sont obligés de quitter. J'ai connu des réfugiés rwandais qui sont sortis de la maison en échappant. Ils ne savaient pas plus où il était, la famille, pour 10 ans. Et après 10 ans, avec la Croix-Rouge, avec la chair, ils ont retrouvé leurs sœurs, frères, mères. C'est quoi la situation du monde? Où ils sont les réfugiés? Les 30% des 105 millions, ils sont hébergés, accueillis en Afrique. C'est le continent qui a plus de réfugiés dans le monde. La deuxième part du monde où il y a beaucoup de réfugiés, c'est le Middle East. La Jordanie, le Liban, la Turquie, qui accueille 26% des réfugiés dans le monde. L'Europe accueille 17% dans le total des numéros de réfugiés. Et 55% des réfugiés dans le monde viennent de 3 pays. La Syrie, où il y a plus de 5,5 millions de réfugiés dans le monde qui ont échappé les conflits en Syrie. Après, il y a l'Afghanistan encore. Le conflit, c'était beaucoup de temps passé, mais encore il y a beaucoup de réfugiés, surtout en Pakistan. Je sais qu'en Pakistan, il y a la production de Decathlon, et c'est un des pays plus importants qui accueille plus de 2,5 millions de réfugiés de l'Afghanistan. Et le Sud-Soudan, qui a plus de 1 million de réfugiés. Qui sont les pays dans le monde, les 5 premiers pays dans le monde qui accueillent les réfugiés? En Turquie, il y a plus de 2,9 millions de réfugiés qui viennent surtout de la Syrie. Le Pakistan accueille beaucoup de réfugiés de l'Afghanistan, plus de 1,4 million. Et le Liban, l'Iran et l'Ouganda, presque 1 million de réfugiés. Et aussi l'Éthiopie, plus de 700 000 réfugiés. Et ça, c'est très important parce que je sais que Decathlon, dans ce pays, a beaucoup de production. Qu'est-ce qu'on fait la chair? Première, quand il y a une urgence, il faut sauver la vie. Il faut aider les gens à être safe, être sauvés. Ça signifie la nourriture, la santé, intervenir tout de suite des personnes qui étaient blessées par la guerre, mais aussi blessées physiquement et aussi mentalement. Aider les personnes qui ont subi des traumas pendant la guerre, surtout les femmes et les enfants qui sont les plus vulnérables. Mais aussi, comme cette photo, c'était en Syrie, et on donnait aussi les couvertures, la nourriture, les biens de première urgence, aussi une maison où ils habitent, les réfugiés. Nous, on fait aussi des camps d'urgence. On est prêt à intervenir dans
70 hours pour mettre un camp de réfugiés avec les tentes. Ça c'est la première urgence, saving life. Mais après les storms, il y a la calme. Qu'est-ce qu'il y a avec la calme? Les documentations, ton statut. Quand tu perds tout, quand tu perds même tes documents, qui es-tu? Alors, la chaire aide aussi à recréer l'identité des personnes, reconnaître qui es-tu, reconnaître ton diplôme, reconnaître ton passeport, te donner une identité reconnue par le monde. Mais aussi l'égalité d'être pauvreté, de tous les droits qui font la dignité de l'être humain. Après les storms, il y a la calme. Les réfugiés, ça ne passe pas dans un jour. Tu commences à vivre dans les camps et les réfugiés ont besoin d'une dignité, de trouver les valeurs dans chaque jour de leur vie. Il y a des camps comme en Somalie, au Pakistan, où les réfugiés sont là plus de 20 ans. Alors il faut aussi donner des opportunités pour bâtir un futur meilleur. Et ça signifie l'éducation, le travail, pas être un sujet passif, mais pour être, comme a dit Ronan avant, vital et être en action. Et ici, ça vient le sport. Le sport, c'est comme l'éducation, comme la légalité, comme la santé, c'est un élément très important pour donner dignité aux réfugiés. Et nous, dans la chaire, on l'utilise beaucoup. Le sport, c'est un moyen pour donner une quotidiennité qui fait d'une personne qui a souffert beaucoup dans les conflits un champion dans chaque vie normale. Et c'est pour ça que j'aimerais partager une expérience que j'ai utilisée dans mon travail, beaucoup le sport, pour aider les personnes traumatisées, pour bâtir les communautés, pour travailler avec les jeunes. Mais j'aimerais aujourd'hui partager avec vous un projet spécial que j'ai fait à Dadaab. Dadaab, c'est un camp de réfugiés qui est à la frontière entre le Kenya et les Somaliens. La Somalie, il y a dans cette camp de réfugiés maintenant, aujourd'hui, plus de 300 000 réfugiés de la Somalie. Ils sont là depuis plus que 20 ans, parce qu'après le conflit dans les 95, j'ai un problème avec les numéros, excusez-moi. 95, they are there since 95. Et voilà, j'aimerais partager l'utilisation du sport, surtout pour aider les filles dans les camps qui avaient des problèmes d'égalité d'accès aux services. Et voilà les vidéos qui va partager et va donner la voix directement aux réfugiés. Ça faisait 10 ans, sont passés 10 ans. She's not supposed to play volleyball. We are not allowed to. Our sisters are not supposed to play. They are Muslims. Muslims are not supposed to come out from the houses. Tell me where in the Quran it's written they're not supposed to play. There's nowhere in the Quran where it says girls should not play. They should play. Tell me where in the Quran. We go and check right now where it's written they're not supposed to play. We have a culture and we have a religion, and our religion and our culture does not allow a girl to play a football. Forget about even playing. They cannot. It's She not can supposed play, to she even can come play. go outside from their house. From their house. Not allowed. No, she can play. The same Quran says, as long as they respect their religion, they will play. They have played with the hijabs on. Why? Because we're respecting their religion and they're respecting their culture. Okay, so far she is very tough in playing football. I'm sure 100% our religion and our culture does not allow a girl to go out from their house Do you have a sheikh here? without the permission Do you have of a their sheikh parents here? and their brothers. But this girl has played. She's lying. She's one of the sports. Yes, The I'm lady, supposed she's to one of be better, and I used to play with my clothes. This one is lying, and he doesn't know about the Quran. Let me tell you something. Let me tell you something. We don't want to know more. We don't want to know more women to play football and volleyball. We don't want. That's your opinion. Let them go. We don't. This is what the argument is all about. Girls playing volleyball. Hodan is one of them. She and her friends are all Somali teenagers living in a refugee camp in Kenya. Normally, this would be an everyday scene of young people enjoying themselves. But for these girls, playing sport is more than an act of teenage rebellion. It's a demand for change.
In these camps at Dadaab, there are more than 60,000 children and teenagers. Many have lived here their whole lives. There's not much in the way of fun. Hodan and her friends playing volleyball causes bitter conflict in this conservative community. But she is determined. I like volleyball because it's good exercise. It's good for the body and I get to interact with other girls and meet girls from other cultures and get to know them. I want to play every day. Somalia has been torn apart by civil war for nearly 20 years. This is where over 300,000 refugees ended up, in neighbouring Kenya. Hodan's family was just one of many that made the trek, leaving behind all their possessions and walking for up to 3 weeks across the desert. There are more than 170,000 people in this huge camp. Most are from rural South Somalia. They tend to be more traditional in their religious beliefs. The camps are well established and have their own schools. Boys and girls learn in the same room, but are kept apart. Hodan arrived in the camp when she was just 5. She's now 17, and unlike mine, doing domestic chores. Having a friend round to practice henna tattooing is as near as most girls get to having fun. I asked her, why do you like to apply henna in your hand and your body? She told me that it is a decoration of girls. So it makes girls to beautiful hands and it attracts the men. Do you think women have power over men in anything? Not that I know about. On the whole, women are kept beneath men. Our culture is that they should respect and follow men. But Hodan is not content to stay at home. She's one of the most enthusiastic members of the volleyball team. It's very unusual for Somali girls to play sport. There are a few Sudanese refugees in the camp, and they're the ones that usually play. Even clothed like this in the baking heat, many in the camp see Somali girls playing sport as a direct threat to their culture. We have a lot of problems. There's always boys hanging about. They throw stones at us and shout abuse at us. They say we shouldn't play sport, but should stay at home because we are girls. But we just ignore them and get on with it. Get out of here. You're girls. You shouldn't be playing. I try to encourage the girls, and I go around the camp gathering them and calling out for meetings and games. But there's a lot of problems with the parents. Today I went around and there was one girl who was ready and wanting to come, but her mother chased me away. She said there was no way her girl was going with me. I tried forbidding her from playing sports because she and the other girls were getting bad reputations. People look at them like they're prostitutes, and it reflects on the whole family. We are Somalis, and we don't just do whatever we feel like doing. We are always sensitive about what the rest of the community is saying about us. That's why I told her to stop. But then I saw how devastated she was, and so I changed my mind. Now I fully support her. I can see how important it is to her. Coming up in part 2... Men mustn't see our bodies. The clothes we're wearing now are what's required by Islam. We must be covered down to the wrist. Hodan and her friends have a heated debate. What should they wear to play sport? Hodan, listen. Hodan, listen.
Our religion does allow women to play sport, but only if we wear clothes like this, because men might see us. It's not allowed for them to see our hair or our bodies. Men mustn't see our bodies. The clothes we're wearing now are what's required by Islam. We must be covered down to the wrist. But look, even if I take this off, can you see my body? No. I've still got this on underneath, and surely just this should be okay, because everything's covered up. No, she should dress with the full hijab like me. She must not play like that. That's against our religion. If we wear clothes that are tight like that, the men look at us like we're trash and say no one will ever marry us. Can you play with a full hijab on? You should agree to play like this or leave the team. It is impossible to play in anything more than this. No, it's a sin. Didn't you see the men staring at us today? But my body was covered right up to the neck. So what's the problem? If the men are watching, we're not even supposed to raise our arms. Access to services like health and education is more limited for girls. Their isolation within the home reinforces this. The sport activities gives to the girls the opportunity to create a network of friends that becomes also support for the girls. Can help, all this network can help prevent some risk like stopping education, prevent female circumcision, because the girls can have access to other people, can talk with other people and share the problems that they have. And the family is in some ways more controlled. You know, we even have enough women here who want to play football to make a team. But it's impossible because there's no place where we can play. We would get loads of abuse from the men saying that women shouldn't play. Our parents would forbid it, and even our religion would be against us. But we have our Somali culture, and it's a culture that allows the most extreme form of female circumcision, and that stops us being able to run fast. I say that the generation of girls younger than us should not be put through that. Our future has been messed about with. We should not mess about with the future of the younger generation. Me? I want to play football like Ronaldo. I want to play like Rooney, Fabregas, but I've been robbed of the chance. I think we have an important responsibility together with the community, because the refugee camp life can be a good opportunity for the refugees to build their skills, to improve their education, and to give to the refugees that are here in the camps now the opportunity to be back one day with new skills and rebuild and participate actively to the reconstruction. Voilà. Ça, c'était Dadab. Et comme vous avez vu, Oda, elle avait 17 ans, ça fait 10 ans. Maintenant, elle a 27 ans. Il est au Canada. Elle a terminé son université. Et quand il y aura la paix en Somalie, elle est prête pour rentrer et pour bâtir un futur meilleur pour son pays. Et ça, c'est l'utilisation, beaucoup d'utilisation du sport dans notre projet pour vraiment donner la capacité, la force pour bâtir vraiment la confiance de contribuer chaque jour à un monde meilleur. Et comme vous, chaque jour, nous, ensemble, on peut vraiment faire la différence. Et avec le sport et avec la témoin chaque jour pour les réfugiés, comment on fait la possibilité de faire chaque jour la différence. HR, du début, comme je vous dis, c'était vraiment créé pour une période très courte, soutenu pour les Nations Unies et fonds des États. Et notre fonds, c'était toujours gouvernemental. 85%.
85% of our funding, c'est des ressources des gouvernements. Dans le passé, c'était la première source de notre projet. Mais maintenant, le secteur privé, ça commence à être de plus en plus important parce qu'on peut faire la différence chaque jour ensemble. On peut vraiment faire la différence, surtout parce que le secteur privé, vous, chaque jour, dans les magasins, dans votre bureau, vous pouvez faire la différence en étant ambassadeur. Pas seulement avec une contribution financière, mais aussi en parlant des droits des réfugiés, en parlant avec l'inclusion des réfugiés dans les activités. Et je voulais partager un peu d'expérience aussi avec des autres partenaires privés. Par exemple, nous, on travaille avec IKEA, avec Uniqlo, avec la Fondation BNP Paribas. Et comment on travaille avec 7 partenaires privés? Par exemple, il n'y a pas seulement l'aide financière, mais aussi l'inclusion des réfugiés dans les magasins, dans la production, pour donner le travail aux réfugiés, que comme le sport, c'est vraiment un moyen pour donner la dignité, donner la quotidiennité et rebâtir leur vie, mais aussi à travers les témoins, parler des réfugiés, parler vraiment de qui ils sont, comment on peut l'aider, et de ne pas voir les réfugiés comme un péril pour la société, mais comme une opportunité, comme un enrichissement, mais aussi avec des donations en in-kind. Par exemple, avec IKEA, on a fait des campagnes pour A Brighter Life campaign. Il y avait cette lampe vendue par tous les magasins. Et dans cette lampe, il y avait la campagne sur la condition des réfugiés du monde, des informations sur les réfugiés. Mais par exemple, en Espagne, on essaye aussi dans les Balkans maintenant de promouvoir l'intégration des réfugiés dans la production. Donner les droits de travailler dans les productions et dans les magasins. Et c'est quelque chose qui est en train d'expérimenter avec IKEA, mais aussi d'engager les travailleurs d'IKEA. On fait plusieurs opportunités d'échange. On amène les travailleurs d'IKEA aussi dans notre camp pour partager, pour faire de chacun un ambassadeur des droits des réfugiés. Et par exemple, avec la Fondation BNP Paribas, on a fait un appui spécial pour l'urgence en Europe. Dans 2015, quand vous avez vu passer beaucoup de personnes, des réfugiés de la Syrie, à travers l'Europe, à travers les Balkans, jusqu'à l'Allemagne, la Suède, avec la Fondation Paribas, on a fait beaucoup des engagements, pas seulement financiers, mais aussi à travers les travailleurs. Un autre moyen, c'est à travers In-Kind, UPS, qui fait des transports, nous aide à transporter les biens. Par exemple, les tentes pour les réfugiés, les blankets, tous les objets de première urgence, ils font les transports. Par exemple, maintenant, avec le Bangladesh, on a utilisé UPS pour transporter beaucoup de tentes en aide pour les réfugiés Rohingyas. Et ça, c'est l'expérience de comment on peut faire beaucoup ensemble avec le secteur privé, comment on peut vraiment être promoteur d'un changement positif chaque jour. Et avant de terminer, j'aimerais partager des autres émotions, mais je laisse la parole au team olympique des réfugiés qui parleront pour eux-mêmes. There was 20 people on the boat, so after like half an hour or 15 minutes, the motor stopped. I lost everything. I just had the t-shirt, jeans, even I don't have flip-flop. I want to represent all the refugees, because I want to show everyone that after the pain and after the storm come calm days, I want everyone not to give up on their dreams, or I want everyone to do what they feel in their heart, even if it's impossible. After the war will stop, and I will go back with experiences, with everything, and I will teach everyone what I had here.
أفيجنوتم يمزمناسا. لكن حنمثل ملايين من لاجئين العالم. Unido pelos mesmos depois. Mostrar ao mundo tudo nosso potencial. Global number of displaced people has surpassed 65 million. We can all stand with refugees together, and we can make every day, with all our word, a better, with all our energy, a better world. So, thank you for listening to me. Thank you for this wonderful opportunity to share with you the voice of refugees, and we are ready to run together toward a better future. Thank you. Yes. Grazie mille, Francesca. Merci, Francesca. Merci à toi, Ronan, et à tous vous. Maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas, on a des personnes avec des micros dans la salle. Donc, levez vos mains si vous avez des questions sur ce que Francesca vient de vous présenter. Donc, c'est le moment. Merci beaucoup, Ronan, et je suis ici. J'étais tellement bien à expliquer tout qu'il n'y a pas de questions. Non, c'est très émouvant et je sais que c'est très fort, mais en parlant aussi avec Yusra, avec beaucoup de réfugiés, ils te donnent une force incroyable. Et quand tu vois qu'ils ont la force... Bonjour Francesca, Bonjour. Une question un peu personnelle, mais quand je t'écoute, je me demande ce qui t'a donné envie de faire ce que tu fais aujourd'hui. À quel moment tu as choisi ce chemin-là? Merci. C'était mon rêve de travailler pour l'humanitaire, de travailler pour... Mon rêve, en fait, c'était pour travailler avec les enfants réfugiés. Et après, j'ai commencé. Ma première expérience, c'était en fait après la guerre en ex-Yougoslavie. J'étais dans les centres collectifs entre la Bosnie et la Serbie. Et j'ai rencontré des personnes qui, dans une semaine, avaient tout perdu. Et des professeurs, des docteurs, des personnes qui, les mois avant, avaient une vie normale et qui avaient tout perdu. Et j'ai senti vraiment la volonté de faire quelque chose ensemble pour eux. Et de là, c'est parti et c'est part de ma vie maintenant. Je suis allée en Afrique, en Afghanistan. Ça fait 20 ans que je travaille dans ce secteur. Et c'est part de moi et je suis contente chaque jour. Et c'est bien qu'aujourd'hui je peux le partager avec vous. Yes. Merci. D'autres questions? Hi. It's okay. It's I have in Italian, French, and Italian English. So. Okay, my English is in French. Okay, so my question is for you is, in fact, we did a similar activity in India too when we went for immersion. You went for a very difficult place. How did you choose to be in such a place and where refugees are there? And I see a lot of arguments on the religion part, all this part. So quite challenging job it is, a task. But did the community agree to continue, or you will face any challenges? I see in the video you have a lot of success, but did you face any challenges? How did you overcome? So what was the question by community, and how did you answer? Just to get some idea, if in the future it will help us. Thank you so much. This is really an important element.
the community strong belief. When they believe that girls need to stay home, like in Dadaab, it's quite isolated environment. The majority is the Somali community. They are quite convinced about female circumcision, girls married 14 years old. And you come from Europe, white, and say you have to do, no, this is really important, how to build the trust with the community. Because the majority will think something, but the very important point is to find, what I found on my experience, to find the people that in the community, they have an influence. The opinion leader, the people that they have charisma. For example, if you work in a community that is very religious, you need to try to build the trust for the religious leader, with some parents that they have an influence, teachers. And sport is very important. And of course, if you promote the rights of girls, you need very much to work with the men. So really to find, it's a little drop. Hoda was one of the, for sure was the minority in fighting for the girls' right, but was one seed that developed other girls ready to fight with her. So it's very challenging, and I agree with you that it's not easy, but it's not impossible. And you need to be very humble and very builder of little relation every day in order that they see you as a promoter of something good in the society, not promoter of something that is completely out of their interest. So to find the interest in mutual way, particularly with the most hostile part of the community. Merci beaucoup, Francesca. Merci à tous pour les questions.